Mhm. D'accord. Bon, ben nous abordons ce soir notre sixième séance, sixième leçon, dirait Jacques Alain dont je parlerai à la fin, là. Sixième séance en tous les cas, hein, sur cette question de l'amour, référée donc à la psychanalyse. Vous m'entendez bien là? Vous m'entendez? Oui, Très oui. bien, très bien. D'accord. On était sur la question, on s'est quitté sur la question de l'âme, question sur laquelle Lacan est arrivé à travers l'amour. L'âme, l'amour, l'amour. Voilà. Et cette question de l'âme, tout le monde le sait, on la doit à notre cher ami Aristote. Ça vient de là, Aristote. Puis ensuite, ça a été suivi par 25 siècles de chrétienté. On va en reparler un petit peu. Donc, à la suite du séminaire de la dernière fois, le cinquième, voici le sixième, que j'ai intitulé L'âme, âme, l'âme, hors sexe. Alors, c'est pas l'âme aime l'âme, hein, c'est l'âme, âme, l'âme, pour parler comme Lacan dans ce séminaire. Donc, à cet endroit de l'âme, Lacan va alors se permettre, une fois de plus, d'équivoquer, de se soutenir à cet instant de sa notion de la langue, en un seul mot, Langue, et de ce que celle-ci, la langue, lui autorise, sans aucune difficulté, sinon difficulté d'écriture. Je cite Lacan là, coupure là. Mais simplement en me permettant de dire qu'on âme. J'âme, tu âmes, il âme. Vous voyez là que ce que nous pouvons nous servir que de l'écriture, même à inclure jamais, jamais. Jamais, J-A-M-I-S, jamais, J', accent circonflexe, M-I-S. Jamais, jamais. Son existence, dit Lacan, donc à l'âme, peut être mise en cause. C'est le terme propre à se demander si ce n'est pas un effet de l'amour. Tant en effet que l'âme, il n'y a pas de sexe dans l'affaire. Le sexe n'y compte pas. L'élaboration dont elle résulte est homosexuelle, avec deux M, est homosexuelle, comme cela est parfaitement lisible dans l'histoire. Ce que j'ai dit tout à l'heure, dit Lacan, ce que j'ai dit tout à l'heure du courage, de la patience de l'âme à supporter le monde, c'est le vrai répondant de ce qui fait un Aristote débouché dans sa recherche du bien sur ceci que chacun des êtres qui sont au monde, ne peut s'orienter vers le plus grand être qu'à confondre son bien propre, avec celui même dont rayonne l'être suprême. Ce qu'Aristote évoque comme la philia, à savoir ce qui représente la possibilité d'un lien d'amour entre deux de ces êtres, peut aussi bien, à manifester l'attention vers l'être suprême, se renverser du mode dont je l'ai exprimé. C'est au courage à supporter la relation intolérable à l'être suprême que les amis, les philoi, tout ça est écrit en grec, hein, les philoi, se reconnaissent et se choisissent. L'hors-sexe de cette éthique est manifeste, dit Lacan, au point que je voudrais lui donner l'accent que Maupassant donne à quelque part énoncer cet étrange terme de hors-là. Le hors-sexe, voilà l'homme sur quoi l'âme spécula. Nous comprenons un peu mieux en quoi ces notions aristotéliciennes, sur lesquelles nous vivons toujours, je vous le rappelle, le monde étant beaucoup plus aristotélicien encore aujourd'hui qu'on est prêt à le croire, ces notions d'être, d'âme, d'amour, c'est-à-dire de quoi?
Eh bien, de tout ce que ce monde a entretenu pour faire barrage au sexe, au sexuel, au sexué, de tout ce champ ou champ du monde, champ C-H-A-M-P ou champ C-H-A-N-T, qui se veut et se tient hors sexe, dans l'asexué radical, bien que défensif, ce qui veut dire toujours à recommencer. Je ne sais pas si vous y avez un peu songé, mais ce qu'on appelle la morale, morale générale, morale des familles, morale bourgeoise, morale sexuelle, en somme toutes les morales concevables, et de les avoir par endroits localement rebaptisées éthiques ne change rien à l'affaire. Ce qu'on appelle la morale n'est rien d'autre que cet aristotélisme christianisé qui perdure depuis plus de 20 siècles pour nous protéger du sexe. Du sexe, c'est-à-dire du trou, de la faille, en un mot du féminin. Là, je vous renvoie, si je puis me permettre, à mon livre Féminin singulier, une étude lacanienne qui était paru en 2016. Mais aussi celui que je viens de sortir, La psychanalyse passant le féminin, chez l'Harmattan en 2026, c'est sorti le 27. Le 27, oui, c'est ça, le 27 mars. Alors, du sexe, c'est-à-dire du trou, de la faille, en un mot du féminin, et de la jouissance supplémentaire non phallique ou au-delà du phallus, jouissance y attenante, quelquefois possible, pas toujours, bien qu'indicible, mais éprouvable. Quelle horreur! Et comble du comble, par chacun des sexes anatomiques, bien qu'en proportion variable. C'est la question, on le sait, du pas tout. Pas tout dans la fonction phallique. Ce que la morale, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, réprouve. La morale aime bien le phallus. C'est son objet de prédilection. Et la jouissance phallique est son horizon de maîtrise. Dans quel but croyez-vous que ce qu'on appelle désormais les sciences juridiques, c'est-à-dire tout bonnement le droit, ont été inventées? Sinon pour s'occuper, dans un but de justice distributive, alors là je cite Lacan, de répartir, distribuer, rétribuer ce qu'il en est de la jouissance. Ça, je cite Lacan dans le séminaire 20, la séance du 21 novembre 72. De répartir, distribuer, rétribuer ce qu'il en est de la jouissance. Voilà où nous en sommes arrivés. Ou bien on est dans l'asexué, le hors-sexe, avec la fonction phallique qui a pour visée de boucher le trou et qui ne débouche que sur la jouissance du même nom, jouissance exclusive, mais pas toujours. Ou bien on est dans le sexué, ce qui se heurte immédiatement au fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel, selon Lacan. Sous-entendu inscriptible dans la structure, bien que les femmes, quelques femmes et même certains hommes, à se situer du côté du patou phallique, à faire entre guillemets, ce choix, éprouveraient quelque chose qui quand même viendrait quelque peu, de temps en temps, écorner un petit peu la formule canonique lacanienne du il n'y a pas de rapport sexuel. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que là, ces circonstances, quelque chose du corps de l'autre comme autre, différent sexuellement, c'est-à-dire aussi unique dans sa différence même, serait atteint au moyen d'une jouissance pas toute phallique, au moyen d'une jouissance qui, en cet instant, sans identifier la jouisseuse, excusez-moi, je ne sais pas l'appeler autrement pour l'instant, sans identifier la jouisseuse avec quoi? Avec le grand autre. Puisque si c'était le cas, la jouisseuse en question, nous l'appellerions Dieu. Dieu.
Non, la jouissance en question n'est pas Dieu, sauf dans la folie, par moments. Mais alors elle est quoi? Elle est une pas toute la femme, c'est-à-dire qu'elle accepte d'accueillir, éprouver l'existence en elle de cette part d'elle-même qui l'absente à elle-même en tant que sujet, cette part qu'ici encore nous appelons le féminin. Chez elle, une femme, comme chez lui, comme chez lui, un certain homme, qui n'est pas pour autant un homme incertain. Lacan le dit à sa manière ainsi, je cite, Lacan, mais il se trouve que les femmes aussi sont amoureuses, avec un accent circonflexe pour rappeler l'âme, amoureuses, c'est-à-dire qu'elles aiment l'âme. Qu'est-ce que ça peut bien être que cette âme qu'elles âment dans leur partenaire, pourtant homo jusqu'à la garde, dont elles ne sortiront pas. Ça ne peut en effet les conduire qu'à ce terme ultime, et ce n'est pas pour rien que je l'appelle comme ça, hystéria, que ça se dit en grec, l'hystérie, soit de faire l'homme, comme je l'ai dit, d'être de ce fait homosexuel ou hors sexe, elle aussi. Leur est-on dès lors difficile de ne pas sentir l'impasse qui consiste à ce qu'elle se même, M avec son circonflexe MENT, dans l'autre. Car enfin, il n'y a pas besoin de se savoir autre pour en être. Séance du 13 mars 73. Et aussi dernière séance du 26 juin 73. Voilà comment parle Kant. Pourquoi? L'hystérie ou le pouce au jouir hors sexe de l'amour. Donc, à bien lire Lacan, si cela nous est possible, ici, qu'entendons-nous? Que l'amour, si ça consiste à aimer l'âme de l'autre, du partenaire, homme ou femme, ça ne réussit pas très bien aux femmes, mais est-ce que ça réussit mieux aux hommes? Puisque ça les pousse à l'hystéria, ça les pousse à l'hystérie. Pourquoi? Parce que l'amour se répète incessamment et ainsi court toujours. Court toujours à quoi? À la déception, à la trahison, à l'extinction. Et que l'hystérie, pour échapper à cette vérité, cela consiste à faire l'homme, c'est-à-dire du même, selon la formule lacanienne, soit à être l'homosexuel, donc avec deux M. Voire même plus, puisque ça les pousse des fois au-delà, c'est-à-dire franchement hors sexe, ce qui veut dire hors de leur sexe, dans une homosexualité avec un seul M, avérée, exclusive, idéologiquement revendicatrice à la gloire du même sexe, du seul sexe que j'aime et qui m'âme, etc. Le lesbianisme ou le retour de la question du féminin. Dans cet amour qui âme l'âme, c'est-à-dire l'être de la femme, l'être indifférencié de la femme, il n'y a pas de place pour le féminin. La question du féminin, laquelle, paradoxalement, réapparaît dans l'homosexualité féminine, qui vient le plus souvent hanter. Pourquoi? Parce que dans l'homosexualité féminine, le lesbianisme, si vous voulez, la question de la jouissance du corps de l'autre réapparaît. Et elle est toujours là, susceptible de venir comme écorner l'amour. C'est une question angoissante parce qu'elle fait réémerger l'impasse du même, ME sans circonflexe ME, du même aussi apostrophe IME, du MAM, de la MAM,
du sein en fait, et en fin de compte de la mère pour une femme. L'amour, c'est alors ce qui confond l'âme et la femme. Il dit qu'il aime la femme alors qu'il n'aime que son âme, qu'il lui suppose, qu'il lui impose, celle-ci étant supposée se confondre avec celle-là. Une femme se différencie de l'âme qu'on lui suppose. Une femme existe à son âme supposée, j'allais dire bien heureusement. Pour que l'âme trouve, je cite Lacan, pour que l'âme trouve à être, on l'en différencie, elle, la femme, et ça d'origine. On l'a dit femme, avec un trait d'union, on l'a dit femme, DI2F, accent circulaire SME. On l'a dit femme, on l'a dit femme. Ce qui est le plus fameux, dans l'histoire est resté des femmes, qui est resté des femmes, c'est à proprement parler ce qu'on peut en dire d'infamant, dit Lacan. C'est peut-être infamant, mais ça les rétablit comme femmes, c'est-à-dire différentes. Différentes de l'âme qu'on leur prête pour qu'on les âme. Et l'âme, vous l'aurez compris, c'est tout juste précisément ce que l'on interpose entre elles et leur corps afin de se protéger du féminin, de la jouissance autre des femmes, pas toutes. Ils disent les hommes, dans leur grande bonté paternaliste, les protéger d'elles-mêmes, ce qui veut dire les soustraire au féminin, en elles, cette part insubjectivable d'elles-mêmes, qui est aussi cette source inextinguible d'angoisse pour eux, les hommes. Car la vraie amour débouche sur la haine. Il ne faudrait donc plus croire à l'amour. Rencontrer, plutôt, toute rencontre, sous-entendu dans le réel, que comme contingente. Car l'amour ne vise que l'abord de l'être. L'amour, c'est l'amour de son âme. Laissons ici l'équivoque signifiante qui ne distingue ni ne départage de quelle âme il s'agit, la sienne ou la mienne. L'amour, on le sait, est un parfait narcisse. Car, je cite Lacan, mais encore, le rapport de l'être à l'être n'est pas ce rapport d'harmonie que depuis toujours, on ne sait trop pourquoi, nous arrange une tradition où Aristote, qui ne voit que jouissance suprême, converge avec le christianisme, pour lequel c'est béatitude. C'est là s'empêtrer dans une appréhension de mirage. L'être comme tel, c'est l'amour qui vient à y aborder dans la rencontre. Je continue un peu. L'abord de l'être par l'amour, n'est-ce pas là que surgit ce qui fait de l'être, ce qui ne se soutient que de se rater? L'abord de l'être, n'est-ce pas là que réside l'extrême de l'amour, la vraie amour? Et la vraie amour, vous voyez qu'on en parle au féminin dans ces cas-là, et la vraie amour, assurément, ce n'est pas l'expérience analytique qui a fait cette découverte, dont la modulation éternelle des thèmes sur l'amour porte suffisamment le reflet. La vraie amour débouche sur la haine. N'est-ce pas de cela que Lacan nous parlait afin d'éviter, de contourner ou parer le virage de l'amour à la haine, quand il énonça qu'il fallait trouver des règles à l'amour pour sortir de l'impasse et éloigner la possibilité du retournement de l'amour dans la haine ou même du versement dans l'ignorance. L'amour dans le réel nécessite impérativement que cet amour se réalise comme auto-limité. Et c'est le cas expérimental, de fait,
avec l'amour de transfert dans une cure, si l'analyste s'y prend comme il faut, c'est-à-dire comme il doit. Il met en acte sa propre limite à cet amour, avec son propre manque à être, qu'il oppose ou offre à son analysant. Il le doit pour son efficace, sa réalisation, sa cure de l'amour, sa progression en tant qu'amour à l'envers. Là, cette expression amour à l'envers, c'est un peu un hommage à notre ancien ami Gérard Pommier, donc décédé en 2023. Son livre L'amour à l'envers, essai sur le transfert, livre donc qu'il avait consacré à la question du transfert. Donc sa progression en tant qu'amour à l'envers. C'est un amour, avons-nous dit d'entrée de jeu, qui s'adresse à la liberté d'autrui. La liberté d'autrui, c'est stricto sensu sa liberté personnelle, plus, disons, subjective, au sens d'être unique, exclusive, de la liberté de l'autre. Ce qui confère donc à son auto-limitation. C'est un amour aussi qui anime, en laissant l'autre être seul. J'ai mal lu. C'est un amour aussi qui aime, c'est pareil, qui aime en laissant l'autre être seul, l'autre dans sa solitude. Supporter l'amour dans le réel nécessite ainsi d'y rencontrer son auto-limitation. C'est vital. C'est cela l'amour espéré et attendu par Lacan, par un Lacan, c'est-à-dire en un mot un nouvel amour sur lequel il était en recherche. La règle du jeu serait la mise en place de son auto-limitation, laquelle en outre devrait s'adresser à réveiller la liberté de l'autre. Lacan n'aimait pas, souvenez-vous, dans la troisième donc à Rome, quand il est interviewé, on lui dit mais la psychanalyse, c'est la liberté. Il dit je ne parle jamais de la liberté. C'est pas vrai au fond, parce que la psychanalyse est quand même orientée vers la liberté du sujet. Cela n'a l'air de rien, mais c'est fondamental. La plupart du temps, que constate-t-on à propos de l'amour? Que l'un veut régner sur l'autre, et parfois réciproquement. Exemple de l'hystérie. Lacan dit, elle veut un maître sur lequel régner. Et il ajoute tout de suite après, elle règne et il ne gouverne pas. De même l'obsessionnel, qui ne laisse pas l'autre respirer et lui impose ses normes, son rythme, comme ses idéaux, sous la contrainte s'il le faut. L'obsessionnel aliène l'autre dans sa propre aliénation. Et que trouve-t-on alors chez Lacan sur ce sujet de l'amour? On est déjà passé par là avec Jean Alouche, qui a fait un remarquable travail dans son livre L'amour Lacan. Je vais reprendre un petit peu ça là, provisoirement. Donc, comme le psychanalyste Jean Alouche, disparu aujourd'hui, l'a parfaitement analysé dans son livre L'amour Lacan, on trouve ceci tout au long, chronologiquement, de la construction de son œuvre, l'œuvre lacanienne, et avec l'éclairage de la psychanalyse. En tous les cas, sur 10 points ou 10 entrées, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on trouve? Là, je me sers donc du travail d'Alouche. Premièrement, que l'amour, c'est le rapport au savoir. C'est le savoir, le rapport au savoir. C'est donc le sujet supposé savoir. L'analyste colle au savoir. Deuxièmement, que de même que le savoir, l'amour s'obtient
l'amour s'obtient comme ne s'obtenant pas, comme pour le savoir. Dans l'analyse, hein, je parle là. De même que l'amour, le savoir ne s'obtient pas quand il est requis, comme devant être obtenu, quoi qu'il en soit. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Jamais de force, jamais en le décidant. Troisièmement, que pour l'amour, il s'agit de se rompre au paraître, donc au un unifiant, à l'un grand U, avec chez Lacan un glissement très rapide dans ses séances du paraître au par-l'être. C'est donc collé au savoir. Une distance est ici prise avec l'être pensé comme un, et cela donc exclut l'amour comme faire un, qui est un peu le rêve du névrosé ordinaire. Faire un. Ou aussi de se prendre pour un, car il n'y a d'être que de la signifiance. Quatrième point, que l'amour passe par la lettre d'amour. Ça oui, la littérature en est plein. C'est une pièce ajustée, la lettre d'amour, à se rompre ou par lettre. Ça se règle donc là sur la littéralité, assemblage de lettres, mais aussi objet, la lettre comme objet. À un certain moment, Lacan donnera le nom d'amur. A, l'objet petit a, entre parenthèses, mur. L'objet petit a qui fait mur. Le nom d'amur transcrit ce jeu du littéral, le mur du langage, et de l'objectal, l'objet petit a, que véhicule la lettre d'amour. L'amour, la lettre d'amour n'arrive jamais à dire l'amour, mais elle se présente comme objet. Ensuite, chez Lacan, l'amour, avec un accent circonflexe, on est dans l'âme, là on rejoint ce qu'on dit ce soir, l'amour chasse l'amur, qui de ce fait n'est plus un des noms de l'amour de Lacan. Cinquième incise, que l'amour s'avance comme tromperie, ce qui est une conséquence de l'invention de l'objet petit a, précisément de la focalisation de la question de l'amour sur le regard. Sixièmement, que l'amour est avant tout narcissique, on s'en doutait. L'amour met le narcissisme au service de la tromperie. La tromperie aussi de l'objet petit a. Il y a tromperie possible dès lors que l'amour s'offre comme intrinsèquement limité et que passant outre cette détermination, on en attend davantage. Septièmement, quand son fond, l'amour, c'est l'énamoration, c'est-à-dire qui se comporte intrinsèquement comme une violence amoureuse. Un coup d'amour, ça se renverse en haine, et la haine renverse des fois en amour aussi. C'est fatigant. C'est moi qui l'ajoute. Huitièmement, mais aussi que l'amour est un sentiment comique. Cette histoire de sentiment comique, ça ne tient qu'à lui, Lacan. On ne trouve pas ça beaucoup ailleurs. C'est du Lacan. C'est là ce qui découle de son débat avec Hegel, dans le premier Lacan, si on peut dire. Il débat avec Hegel. Vous savez que pour Hegel, bon, son débat réitéré avec Hegel à l'endroit de l'amour eut précisément pour enjeu un dégagement de l'amour, de tout souci guerrier, en tous les cas, de l'amour, de reconnaissance. Voilà. Hegeliennement supérieur, ouais, j'ai mal lu encore. Je répète, son débat réitéré avec Hegel à l'endroit de l'amour eut précisément pour enjeu un dégagement de l'amour, de tout souci guerrier, de reconnaissance. Hegeliennement supérieur au tragique, le comique amoureux maintient sous le boisseau la haine, cette indéfectible compagne de l'amour. Les campagnes de l'amour aussi. Voilà. Voilà. Pour échapper à la haine, on part du côté du fait que l'amour c'est comique. Mais malheureusement pas toujours. Bon. Neuvièmement, et j'en ai bientôt terminé avec ce truc à l'après-vert, l'amour est aussi pensé comme don. Voilà.
Le mot qui vient à Lacan, c'est consommation. Consommation est le nom de ce don qui n'est donc pas un don de ce que l'on n'a pas, comme d'habitude, si je puis dire, mais non plus un don de ce que l'on est, mais don non sacrificiel d'un désêtre. C'est ça le don de l'analyste pour son analysant. Non sacrificiel car rien n'en est attendu en retour. Il va simplement de pair avec un effet de destitution subjective. Ce don, pour Alouche entre autres, ce don est susceptible d'empêcher le virage de l'amour en haine. Mais c'est très clair, pas ici dans l'analyse de réciprocité amoureuse. C'est confère le mythe lacanien de la rencontre des deux mains, la bûche humide, etc. Je tends ma main, de la bûche humide du foyer sort une main vers la mienne. Bon, pas de ça. Pas de réciprocité amoureuse. Enfin, est à considérer in fine le ratage de l'amour, car l'amour, ça rate. C'est-à-dire la limite de l'amour et de son éventuel au-delà. On a d'emblée ici même récusé cet au-delà de l'amour, redit Alouche, qui ajoutera, après un rappel de l'ensemble des questions par lesquelles Lacan est passé à ce sujet de l'amour, depuis l'accrochage de l'amour au on-1 du S1, du signifiant maître, qui bloque la fonction symbolique, jusqu'au tressage borroméen. Ainsi conclut-il, ainsi peut-on admettre que l'amour Lacan, auto-limité, est à lui-même son propre au-delà. Donc pas d'au-delà de l'amour chez Lacan, selon Alouche. Enfin, se termine ce vaste ouvrage de Alouche sur Lacan, de près de 500 pages, en 6 pages et demie, c'est torché comme ça, sur le thème Amour Lacan et pur amour. Une sorte de discussion avec Jacques Lebrun, décédé depuis du Covid, autour de Le pur amour de Platon à Lacan, auteur du pur amour de Platon à Lacan, qui est paru au Seuil en 2002. Ce qui a pour mérite de nous faire revisiter, entre autres, la correspondance de Madame Guyon, grande amoureuse, avec son maître Fénelon. Alors, le pur amour. Quelques mots sur le pur amour, à nouveau, comme on est déjà passé par là il y a quelque temps. Le pur amour, on pourrait se dire, c'est à ça que Lacan pensait. Un pur amour qui n'a pas d'exigence en retour, c'est-à-dire un amour inconditionnel dont l'ultime critère serait le refus de toute récompense. Un amour qui trouverait sa jouissance dans la ruine de toute jouissance et entraînerait avec la perte de soi, la perte de l'amour et même celle de Dieu, pour les croyants. Les figures du pur amour qui jalonnent ce livre trouvent leur source dans le fond commun de la culture occidentale. Chez Platon, dans tel verset biblique, chez saint Paul, chez saint Augustin, chez Boccace ou chez Pétrarque, ou la mystique musulmane Rabia al-Adawiya, si j'ai bien lu. En bon historien du christianisme, Jacques Lebrun retrace 25 siècles de tentatives de Platon à Lacan pour penser cet impensable amour. Si les débats théologiques furent cruciaux à la fin du XVIIe siècle entre Madame Guyon, Fénelon et Bossuet, et aboutirent à la condamnation du pur amour par les églises, l'auteur montre comment, échappant à la théologie, celui-ci, le pur amour, ne cessa d'inspirer la pensée romanesque, la philosophie et la psychanalyse. Kant, Schopenhauer sont parmi d'autres conviés au banquet, en compagnie de Sacher-Masoch, Heidegger et Claudel. Martin Heidegger et Paul Claudel.
Aux élaborations théologiques, Jacques Lebrun substitue un point de vue anthropologique sur l'amour chrétien. La psychanalyse y tient un rôle capital, celui de révélateur. Freud et Lacan sont relus à la lumière des grands textes mystiques qui traversent l'histoire occidentale en dessinant une figure paradoxale qui, résistant aux théories, ne cesse de s'affirmer comme un impensable, ce qu'on appelle le pur amour. Jacques Lebrun était directeur d'études à l'École pratique des hautes études, section des sciences religieuses, et membre de l'école de psychanalyse Sigmund Freud. Il est l'éditeur des œuvres de Fénelon dans la bibliothèque de la Pléiade. Il est décédé, donc, je le disais, du coronavirus, du Covid-19. Il avait 88 ans. Proche de conclure son énorme travail, Alouche énoncera: si donc il fallait articuler, c'est-à-dire associer et dissocier l'amour Lacan et l'amour pur, on pourrait proposer la formule suivante. L'amour Lacan reprend à son compte le pur amour, une version de la supposition impossible, mais en le transportant, mais en le déportant hors de la maîtrise. Plus exactement, hors de la maîtrise, avec un M majuscule. S'il est vrai qu'ici, Dieu, et non pas, comme chez Lacan, la mort, est le maître absolu. Oui, dans ces textes-là, c'est Dieu le maître absolu, dans les textes religieux, bien sûr, Madame Guyon et Fénelon, Bossuet. Mais chez Lacan, c'est la mort qui est le maître absolu. Le pur amour et l'amour Lacan s'avèrent proches, très proches, mais distincts. On ne saurait appliquer au premier, au pur amour, certaines formules clés du second, l'amour Lacan. Cependant, cette distinction reste localement subtile, car des formules comme on n'est pas si aimé somme toute, ce qui veut dire Dieu peut vouloir me haïr, ou encore la bûche analytique ne s'enflamme pas, c'est-à-dire Dieu est libre de m'aimer ou pas, restent pertinentes dans le pur amour sans toutefois le déterminer de part en part, c'est-à-dire Dieu peut vouloir m'aimer. Ainsi, Madame Guyon peut-elle faire sienne la métaphore du feu qui retourne à sa sphère lorsque nul sujet ne l'arrête. L'amour qu'elle porte à Dieu, ne se souciant que de son objet, au point que s'y détruisent et s'y perdent le sujet. Un tel amour n'a pas lieu d'être dans l'amour Lacan, qui, comme on l'a dit, refuse l'éternité. Lacan refusait l'éternité pour lui-même d'ailleurs. L'extase non plus. L'amour Lacan est l'amour pur, délesté de sa transcendance. Mais pour finir, nous n'oublierons pas non plus l'abord, in fine, très parlant de Lacan à la fin du séminaire 20, du séminaire encore, de l'amour selon la logique modale, cette fameuse logique qu'il affectionnait tout particulièrement. Les formules sont simples, elles sont les suivantes. L'impossibilité, la contingence, la nécessité. L'impossibilité concerne le rapport sexuel. Sous la forme de cette phrase, il ne cesse pas de ne pas s'écrire. Le rapport sexuel ne cesse pas, même si on ne peut pas l'écrire. Il ne s'écrit pas. Il ne s'écrit pas comme rapport. L'amour, lui, oscille entre la contingence et la nécessité, entre coup de foudre et amour cristallisé. La contingence concerne l'amour pour autant qu'il cesse de ne pas s'écrire. C'est dit être son résultat. L'amour, donc, cesse de ne pas s'écrire. La nécessité, pour finir, concerne aussi l'amour. L'amour dit cristallisé, installé. Il ne cesse pas de s'écrire. Voilà, c'est une nécessité d'écrire des lettres d'amour. Voilà, il ne cesse pas de s'écrire. Si on n'écrit pas la lettre d'amour, ou son message maintenant sous format électronique
toutes les 6 heures, 12 heures, 24 heures, 48 heures, après on se fait appeler Arthur, eh bien, c'est une nécessité d'écrire. Sinon, quelque chose qui concerne l'amour cesse. Il faut donc l'écrire. Ceci, c'est du pur Lacan. Le Lacan, logicien de l'amour. Voilà. Peut-être que c'est pour ça il n'y a pas d'institution, d'école qui tienne. Et je voulais terminer, en plus de ce que j'avais écrit verbalement pour vous là-dessus, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'association analytique qui tienne. Pourquoi ça ne tient pas? Ça ne tient pas parce que le mouvement d'une analyse, c'est quoi? C'est justement une cure de l'amour. Une cure, il faut curer l'amour pour pas que ça recommence. L'amour névrotique, je veux dire, hein. Pourquoi? Ben parce que cet amour, il va vers la liberté du sujet, vers la liberté de son désir. Et quand tu sais, le sujet est analysé, il est en principe libre, et on lui propose, toi, de s'inscrire dans une institution, dans une école. C'est parfaitement contraire à tout le chemin qu'il a mis des fois 8, 10, 12 ans à faire. C'est complètement contraire. Alors j'ai vu très récemment, je ne sais pas si c'est une interview de Jacques-Henri Miller qui se dépatouille avec ça, et il a été reprendre la passe, il a été reprendre ce que dit Lacan, quelques phrases de Lacan. Il a repris cette phrase où Lacan dit que les sujets analysés, les sujets en analyse puis analysés, euh, ils ne peuvent pas faire groupe. Pourquoi? Parce qu'ils les appellent des épars, des épars, comment on dit? Des épars, donc éparpillés, des épars, je ne trouve plus le mot, des épars des assortis. De là. Nous sommes tous des épars des assortis. Alors, quand on est dans une institution, on est tous des épars des assortis. On ne fait pas un. On ne fait pas un. Donc, on se fout sur la gueule. Donc, on ne s'entend pas. Donc, on se dispute. Mais Miller dit, il faut quand même qu'il y ait de l'école. Il faut quand même qu'il y ait de l'association. Il faut quand même pas simplement du un. Donc, il faut quand même du collectif. Et comment faire? Ah, il ne trouve pas mieux que de réintroduire à la fin de son exposé qui considère qu'on nous sommes bien des épars, des épars, j'ai dit combien? Des épars, des épars, comment j'ai dit? Des épars, des assortis, voilà. On n'est pas assortis du tout. Ben, c'est des épars, des assortis, ils doivent à un certain moment réintroduire un peu de libido entre eux, un peu d'amour, un peu de lien, voilà. C'est une nécessité pour pas éclater complètement. Voilà, c'est une nécessité avec quelque chose qui est contraire. L'analyse mène le sujet à être désaliéné, c'est-à-dire séparé de l'autre, assumer cette solitude, assumer son désir, être, oui, c'est ça, mais on lui propose quelque chose de contraire à tout le chemin parcouru. Je vous laisse réfléchir à ça et j'en ai terminé pour ce soir, mais pas le séminaire. On va reparler autrement de l'amour. Des épars, des épars. Des épars désassortis. Vous vous rendez compte? C'est la phrase de Lacan. Mais c'est ça, la réelle des analyses. C'est ça, c'est l'impossible. L'impossible auquel on est tenu ou retenu. Est-ce qu'on peut faire comprendre ça au monde? On peut faire comprendre qu'on peut faire un printemps de la psychiatrie, de ceux qui sont dans le soin de la psychiatrie, qui vont des psychiatres, des pédopsychiatres, aux psychologues, jusqu'aux infirmiers, etc. Ça, ils comprennent. Mais peut-on faire un printemps de la psychanalyse? Peut-on dire aux épars des assortis, allez, on y va, on fait entendre que la psychanalyse est essentielle pour la société? Ben, ça répond pas.
Les psychiatres m'ont répondu, certains psychiatres, je ne citerai pas, m'ont répondu, mais non, il faut faire ça ensemble. Il ne faut pas faire la psychanalyse tout court, il faut faire la psychiatrie. Ah oui, tous les psychiatres, bien sûr, qui ont une certaine génération, ils ont tous été formés à l'analyse. Donc, ils confondent le combat pour la psychiatrie et le combat pour la psychanalyse, puisqu'ils sont psychiatres, psychanalystes. C'est pas mon avis. C'est pas la même question. Voilà, je vous dis mon opinion, simplement. C'est mon opinion. Il faut relire Freud. Quand il invente le psychoanalytiqueur, c'est pas un médecin psychiatre. C'est pas un psychologue non plus. C'est pas un pédagogue. C'est le psychoanalytiqueur. C'est une nouvelle profession. C'est un nouveau personnage. C'est ça qu'invente Freud. Et ça, on l'a un peu oublié. C'est vite perdu juste après lui. Pardon? Je dis, c'est vite perdu juste après lui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'était perdu par les psychiatres, psychanalystes, bien sûr, freudien. Lui, Freud n'était pas psychiatre, comme vous le savez. Il était neurologue, chercheur. Il était très peu médecin. Ce que je dis là, c'est pas contre les médecins et la médecine. Ce que je dis là, c'est contre un mélange où on n'aperçoit plus les perspectives. Freud a ouvert une nouvelle perspective avec le psychoanalytiqueur. Oui, mais en quoi l'analyse empêcherait des éparts? Moi, je croyais que c'était dépareillé, mais enfin bon, des assortis Oui, des de faire assorties. groupe. Oui. C'est pas pareil, des assorties, hein. Pas tout à fait pareil que dépareillé, c'est pas loin. Moi, c'était le mot qui m'était venu, mais C'est bon. peut-être une des pareils. Ouais. Mais peu importe. Mais en quoi ça empêcherait de faire groupe? Oui. C'est pas évident a priori quand même, parce que des gens autonomes peuvent avoir des projets communs ou des traits, ou s'identifier à des traits ou à un trait commun qui puisse faire groupe. Bah, ça, c'est la question des ensembles, quoi. La question du sac de billes. Toutes les billes dans un sac, s'il n'y a pas de sac, est-ce que c'est toutes les billes, ça fait un, est-ce que ça fait un sac? Non, il faut le sac. Et c'est le sac que supportent pas les billes. C'est pour ça que les billes sont épars. Comment les réunir? Faut mettre quelque chose autour. Ça s'appelle une institution, ça s'appelle une association, une école. Hum. Et ça, c'est Bah oui. insupportable à des gens qui ont fait ce parcours de se retrouver à assumer leur solitude de sujet et qui transmettent ça à leurs analysants, cette solitude. Et le soir, ils vont se retrouver en groupe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la logique qui ne va pas. La logique des ensembles. Ensemble ouvert, ensemble fermé. L'ensemble des billes dans un sac et un sac de billes, c'est pas la même chose. On peut mettre des analystes en tant que billes éparses ensemble, mais s'il n'y a pas de sac, ils ne peuvent pas faire entendre à la société qu'il y a un sac de billes. Justement, peut-être, enfin, c'est imagé, hein, Oui, cette histoire de sac et de billes. Mais le sac, ça peut être le désir pour la psychanalyse, tout simplement, qui a pour effet de de réunir dans une école, une association, ou comme ce soir, pour en parler, ah, de la psychanalyse. ça marche pas puisqu'il y a beaucoup de sacs de billes, hein, vous avez remarqué. Non, pourquoi? Je comprends pas. Bah, Comment ça, il y a beaucoup de sacs de billes? le sac de billes des deux grosses institutions, Jacques-Alain Miller, Ah, mais ça, moi, je rentre pas là-dedans. bah, c'est pas le temps, c'est un sac de billes. La SPP, c'est un sac de billes. La Lys en est un autre, un peu plus petit, et les autres un peu plus petits aussi, ce sont Oui, des sacs de mais billes. peu importe, peu Non, vous dites importe. le désir, ça fait sac de billes. Non, Mais on peut supposer qu'ils ont un désir d'analyste tous. peu importe. Après, chacun choisit ou pas d'être dans telle association ou pas. Mais
C'est pas la question. En principe, C'est pas le la but d'une question. association, c'est quand même aussi euh, promouvoir la psychanalyse, ou en tout cas, euh, en tout cas, se soutenir les uns les autres par rapport au même désir. Je sais pas, je comprends pas trop. En même temps, je comprends pas trop. Je comprends un peu ce que vous voulez dire, mais euh, en même temps, non. Très bien, ça nous fait parler. Et ça nous fait travailler ensemble. C'est très, très bien. Bah, c'est sûr que dans un groupe, il faut se méfier des effets de groupe qui sont très aliénants et auxquels on n'échappe pas. Ça, c'est sûr, hein. Identification les uns les autres, etc. Euh, on retrouve, enfin, on retrouve l'aliénation, mais l'aliénation, analysée ou pas, même analysée le plus approfondi possible, on n'est plus. Je pense que les sujets sont plus vigilants à l'aliénation en général d'ailleurs. Euh, mais on n'y échappe pas vraiment. Euh, on peut se rendre compte davantage, mais on n'y échappe pas vraiment. On est 20 personnes là et il y a 9 absences d'image. C'est presque la moitié. C'est beaucoup, hein, presque 50% sans image. Ça me chagrine, ça. Je vous embête avec ça, mais c'est presque la moitié sans image. Bon, bon. Ah, donc l'amour, c'est très proche de l'amour absolu, hein. L'amour, comment j'ai dit? Oui, c'est ça, hein. Pas l'amour absolu, l'amour, comment on dit? Mais le pur amour, vous voulez dire? Le pur amour, oui, c'est pas l'amour absolu. Qu'est-ce que j'invente là? L'amour absolu, c'est un fantasme. Le Oui. pur amour, voilà, le pur amour, l'amour Lacan, si on enlève la chrétienté, si on enlève le machin de Dieu, là, eh ben c'est presque la même chose, hein. C'est presque la même chose. Il était à la recherche d'un pur amour. Mais c'est un pur amour qui libère, qui n'aliène pas, en principe. Ah, ça Parce d'accord. que j'insiste, hein, il a été toute sa vie à la recherche d'un nouvel amour, Lacan, hein, un amour qui Oui, n'aliène mais pas. oui, Alors oui, que l'amour, son propre, c'est d'aliéner l'autre. oui, oui, Hmm. oui, oui, oui. Voilà. Ou c'est Oui, l'autre qui m'aliène, ou c'est moi qui aliène l'autre. Ou on s'aliène réciproquement. oui, C'est ça oui. l'amour, c'est faire un. Oh, ça, c'est complètement imaginaire. Ouais, c'est le fantasme de. Oui, mais c'est quand même beaucoup de couples. Le Oui, mais mariage qui sont, oui, dans religieux, lesquels aucun des deux n'est analysé. oui, mais la religion a repris ça, faire un, deux âmes, etc. Bon, et l'État a repris ça, l'État républicain, même français, a repris ça. Le mariage, voilà, ça a repris Oh, ça ça. veut pas. Le mariage, tout dépend. Ça veut pas dire faire un, le mariage. Mais si, relisez les textes. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur le maire? Il dit, maintenant, vous faites un couple, vous fondez une famille. Eh ben, un couple et une famille, un couple, c'est pas faire un. Oui, mais c'est au nom de l'amour. Vous vous aimez, on vous marie. Eh ben oui, pourquoi pas. C'est la suite de la religion. Moi, je trouve que c'est bien. Bon, moi, je trouve que c'est important, le mariage, C'est pour ceux qui important. le souhaitent. Autre question. Mais oui, C'est la suite. mais oui, c'est, Mais si c'est, vous c'est- mais oui, c'est signifier au social, voilà, c'est cet homme que j'aime ou c'est cette femme que j'aime. Voilà. Euh, Signifier socialement. Moi, je trouve que c'est important. Après, chacun fait selon bon, ben, vous trouvez son que c'est souhait. très bien. Mais je ne rentre pas dans cette question. Je dis que c'est la suite. Le mariage républicain est pris la suite du mariage chrétien, dans notre heure culturelle. Hein? C'est-à-dire faire un. Le fantasme de faire un. Bien sûr qu'ils font jamais un. Il n'y a pas de rapport sexuel. Comment voulez-vous? Selon Lacan. Ouais, ouais, enfin, euh, où est-ce que vous trouvez, mais peut-être sans doute, moi je suis pas trop, je connais pas trop la Bible ni malheureusement, enfin malheureusement, il suffit que je m'y mette, hein, la Bible ou enfin, tout ce qui est la chrétienté,
Mais où est-ce que vous trouvez que c'est faire un? C'est pas parce qu'on dit qu'on couple que ça veut dire faire un. Je comprends pas ça. Bon, Ben non, ben non. Un couple, c'est deux personnes, c'est un homme et une femme. j'ai jamais lu des lettres d'amour dans les romans, dans la littérature. De quoi? Oui, mais ça, c'est pas pareil. Ah C'est, bon? ben non. Enfin, mais non, mais c'est pas pareil que de dire le mariage, c'est faire un. Enfin, là, je comprends pas du tout. Vous avez jamais écouté un prêtre le jour d'un mariage, catholique ou protestant? Vous n'avez jamais entendu Ben, un prêtre, jour de parler des mariage, deux? je crois pas, hein. Moi, je suis Comment? d'origine protestante et je crois pas, un prêtre. Mais bon, je sais pas si Je ne crois pas avoir été invitée à un mariage protestant. On n'a pas eu l'occasion. tu as peut-être l'occasion d'écouter, oui. Non, mais c'est le fantasme du prêtre, ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, je veux dire, on lui laisse son fantasme. Pas le fantasme du prêtre, c'est le fantasme des amants. Le Oui, prêtre, mais soit, soit. Mais voilà. mais voilà quoi. C'est faire un. C'est dans l'imaginaire, bien sûr, faire un. Et ça ne se peut pas se réaliser, bien sûr. Donc ça mène souvent à l'échec, bien sûr. Mais on recommence. Ben, à l'échec de l'imaginaire. Oui, mais à l'échec pour le sujet qui croit à son fantasme, bien sûr. Et l'analyse, c'est justement de déconstruire ça. J'ai Oui, parlé, tu citais le titre de Feu Gérard Pommier, oui, oui, d'accord. L'amour à l'envers. D'accord. Une analyse, c'est une démarche de l'amour à l'envers. C'est déconstruire cette question. Je suis d'accord. C'est pas la rejeter, c'est pas l'annuler, c'est pas plus d'amour après. C'est la déconstruire. Le D'accord. sujet ne veut rien y voir, simplement suivre son fantasme. Et le fantasme fondamental, c'est faire un, que nos deux corps fassent un, que nos deux vies fassent une seule vie. C'est ça le fantasme. Bon, c'est de l'ère chrétienne, je pense que c'est dans d'autres cultures aussi. Oui, Et pour alors, certains. Madame Guyon, c'était faire un, parce que le prototype de l'amour, c'est Dieu. C'est faire un avec Dieu. C'est les Tout à croyants, fait. comme les mystiques. C'est faire un avec Dieu. C'est le mariage avec Dieu. Les bonnes sœurs, elles mettent une alliance à la main droite. Ils sont mariés avec Dieu. C'est ça le modèle du couple, c'est faire un avec Dieu. Alors, quand c'est plus Dieu, c'est faire un avec un autre humain. Ça, c'est l'amour romantique. Qu'est-ce que dit la poésie aussi? J'ai cité la poésie au départ. Qu'est-ce que disent les poètes? De quoi est fait la poésie? Voilà, mais le séminaire n'est pas terminé, hein. Je vous réserve encore des surprises pour les 2 séances qui restent, hein. Bon, tout le monde a l'air d'approuver Madame Zezowski, alors je suis tout seul, hein. Bon, non, non, ça m'étonnerait, mais les personnes, elles n'osent pas parler, sans doute. Ah, ils osent pas parler. Enfin, j'en sais rien. Mais là, pour oser parler, on est en train, Je peux pas parler pour les autres. à la 6e séance, on est des amis, là. On parle sans avoir peur de dire des bêtises, c'est moi le premier. Et je dois en dire des bêtises, certainement. Ne vous ai pas me le faire remarquer. Mais donc, le séminaire, je le rappelle, n'est pas terminé. On a 2 séances pour, je dirais pas boucler, mais arriver à aller un peu plus loin. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est justement dans la question de l'amour et la séparation, et même par rapport au transfert. C'est- De ce que vous avez, ce dont vous avez parlé, d'une limite par rapport au transfert, l'amour de transfert, Oui, par rapport à la position de l'analyste, par rapport à la séparation. Et oui, ça c'est fondamental. parce que l'amour, il était illimité, et donc il l'auto-limite. Mm. L'analyste aime son analysant, sinon pourquoi il ferait ça? Lacan le dit lui-même comme ça. Ah oui, Mais ça c'est c'est sûr. un amour auto-limité.
Le transfert a une fin. Oui. Il fait un office, le transfert, mais il doit avoir une fin. Sinon, c'est d'un amour illimité. On retombe dans la névrose, vous voyez? Donc, on va reparler du transfert certainement à la fin, parce que c'est la question centrale de l'analyse, la question centrale. Tout le reste, les concepts, on le partage avec nos amis psychiatres, on le partage avec nos amis psychologues, on le partage, ces concepts qui sont en gros, voilà, de notre culture clinique. Il y a des fois des définitions plus particulières, il y a quelques concepts analytiques, il y a quand on a avancé, mais l'essentiel, pour moi, vous allez peut-être me contredire, c'est quand même cette foutue question du transfert, dont nous faisons quelque chose et dont les thérapeutes ne font que l'exploiter, nous l'analysons. On ne laisse pas partir un sujet sans que cette question ait été analysée, sinon elle va recommencer. Ça va être un nouvel amour névrotique, donc aussi malheureux que les précédents. Donc nous, d'analyse, on laisse se développer le transfert, on est des salauds, quoi, mais après, on l'analyse. Pourquoi vous êtes arrivé comme ça? Voilà, pour pas que ça recommence éternellement. C'est ça l'analyse. Voilà, l'amour à l'envers. C'est pas ce qu'on imagine. C'est l'amour à l'envers au sens où on le déconstruit. C'est pas un plus de jouissance en faisant des galipettes. Non, c'est voilà. On y reviendra, mais je vais me taire quand même. À la prochaine fois, c'est quand alors? Je sais pas. C'est le 4 juin ou il y en a une autre avant? Il devait y en avoir une autre avant. Il y en a une autre avant en Oui, mai? oui, En en mai, mai? le 7 mai, le premier jeudi de mai. Ah oui, c'est ça. Ouais, j'ai marqué. 7 mai et 4 juin. 7 mai et 4 juin, oui. Ouais, c'est ça. Oui, l'amour qui ne se retient pas, ça m'a fait penser à Émile Ajar, enfin, La promesse de l'aube. Oui, J'ai vraiment eu l'image de la mère, là, la mère de l'écrivain qui ne se retient pas, qui n'a aucune retenue. oui. Et si je me trompe pas, ça finit mal pour lui dans sa vie, hein. Ah, finissent toujours mal. Mm. Mais ça m'a fait penser comme exemple d'absolu non-retenue. Mm. Incestueux, quoi. Et tout le monde n'a peut-être pas lu Émile Ajar, tout le monde n'a peut-être pas lu, je veux dire, Oui, c'est l'autre nom, mais il m'a Romain échappé. Gary. Oui, c'est Romain Gary, Romain merci. Gary. Romain Gary, tout le monde n'a pas lu La promesse de l'eau, peut-être, qui était un de ses premiers livres d'ailleurs. Et très, très. Non, d'autres personnes ont lu La promesse de l'eau dans leur vie ou pas? Non. Bah, je crois que c'est à Il y lire a quand même. longtemps. Il y a longtemps. C'est à lire, y compris pour l'humour. Oui, c'est très drôle. Ouais. Voilà un angoissé qui s'en sortait un peu par l'humour. Voilà un sujet angoissé qui misait sur l'humour. Oui, comme Freud d'ailleurs, hein. L'humour qui aide à vivre. Et quand on fait l'humour Mhm. en plus sur soi-même, c'est encore mieux. Mhm. Bon, il faut peut-être s'arrêter, non, messieurs, dames? Ah oui. C'était la direction dirigée, là. On peut s'arrêter, hein, s'il n'y a pas d'autres questions. Ouais. Pas d'autres Non? questions? Non, merci. D'accord. Merci pour votre séminaire. Ah, merci, Madame Tajik, c'est ça, hein? Oui, 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 je reconnais votre voix. Bah, merci de me dire merci. Moi, ça me fait plaisir quand on me dit merci. Des fois, j'ai l'impression de parler à la cantonade. À la con. À la cantonade, oui. C'est joli. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, le prochain séminaire, le jeudi 7 à 20h30. Prochaine séance. Ok. Entendu. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'enverrai les Bonsoir. Merci, notes bonsoir. écrites, hein. Bonsoir. Le lien sera Bonsoir. envoyé une semaine avant et puis la veille, hein, voilà. D'accord. Ah ben, bonsoir. bonsoir. Au Bonsoir. Faut arrêter l'enregistrement. Merci, Marina. revoir.